leur demande, c'est avant l'été, perdre les 3-4 kilos qui vont permettre d'être beau sur la plage. 3 kilos, c'est pour quelqu'un de 60 kilos, c'est 5% de son poids quand même. Mais ce qu'il faut, c'est perdre 5% de graisse et de gras, pas 5% de muscles. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. AVS avec Philippe Robichon. Voilà, AVS, à votre santé, ça commence mal aujourd'hui. Le docteur Régina Lalouche est là. Comment ça va, docteur ? Très bien, Philippe. Quand je dis que ça commence mal, c'est qu'on va parler de choses, voilà. Ah bah oui, ça, reprise en main, les enfants, déconfinement, tout le monde a pris 2 kilos ou 3, même plus. Je rappelle que vous êtes médecin nutritionniste, ingénieur biomédical et chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids, et que votre dernier livre, que vous montrez à la caméra, puisque l'émission est enregistrée, s'appelle La méthode hépato-détox, mincir durablement et sans danger grâce au foie, chez Albin Michel. Alors il y a une étude qui dit que les Français ont majoritairement grossi pendant le confinement et qu'ils auraient pris 2,5 kg en moyenne. Et vous, doc ? Moi, c'est l'inverse. J'en ai profité pour faire de l'exercice. En fait, le problème du confinement, c'est le problème de l'exercice. Cela étant, c'est une moyenne parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont profité du confinement pour suivre sur leur smartphone des cours de musculation. Si, Philippe, je vous assure. Il y a des gens qui ont eu le courage de le faire. Je sais qu'il y en a qui l'ont suivi, mais maintenant, qu'est-ce qu'ils l'ont fait ? J'aimerais bien voir les chiffres, au contraire, de savoir vraiment la réalité de ce qui s'est passé. La réalité, c'est que je pense que ceux qui ont tendance déjà dans la vie quotidienne à ne pas inscrire l'exercice physique comme activité, eh bien eux, je pense qu'ils ont dû prendre un peu de poids parce que en fait, il n'y a pas 36 solutions. L'homme, aujourd'hui, il est le fils et le survivant de milliers d'années de survivance où son organisme a été habitué à stocker. Parce que celui qui stockait pas il y a 2 siècles, il mourait. Il n'avait aucune descendance. Donc en fait, les gens aujourd'hui, je dirais presque bénis, les femmes bénies, c'est celles qui étaient capables de garder les calories qu'elles mangeaient parce que comme ça, elles pouvaient donner de la descendance et avoir la descendance. Aujourd'hui, les choses ont changé. Pourquoi ? Parce que d'abord, l'agriculture, la mécanisation, l'urbanisation pour la distribution, les pesticides ont fait que les rendements agricoles ont explosé et qu'aujourd'hui, manger n'est plus un problème. La plupart des pays où il y a des problèmes pour manger, c'est des pays qui sont en guerre, où il y a des conflits locaux. Mais manger n'est plus vraiment un problème. Mais ça dépend ce qu'on mange aussi. Donc cette survivance, elle nous a donné, donc on est aujourd'hui les survivants, on stocke et on ne sait pas déstocker génétiquement. Mais là, si on le rapporte au confinement, les gens ont stocké. Non, mais les gens ont stocké. La première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont stocké de la nourriture. Exactement, ils ont stocké. Et comme ils n'ont pas fait marcher leurs muscles, puisque je rappelle quand même que la masse musculaire en moyenne, c'est 70% de votre poids. Donc, ces 70% n'ont pas bougé, n'ont pas brûlé les calories nécessaires pour compenser le fait que on mange. En plus, vous savez, il y a une dimension émotionnelle dans le confinement. Mettez-vous à la place des auditeurs, des auditrices qui entendent qu'il y a un virus qui vient de loin, qui est extrêmement agressif. Il y a eu un stress majeur pour les gens. Et vous savez qu'une très belle façon de compenser le stress, c'est de manger du sucre particulièrement. D'accord ? Donc il y a eu la conjonction de beaucoup de facteurs. Il y a eu aussi le ramadan qui a été un facteur aussi parce que c'est difficile quand on casse le jeûne le soir de pas se prendre une touche sucrée. Donc vous voyez, il y a eu beaucoup de facteurs qui ont fait que probablement la conjonction des deux a fait que les gens ont pris un peu de poids. Oui, mais ça c'est pas un problème. Oui, mais globalement les gens ont aussi beaucoup plus cuisiné. Donc voilà, quand on cuisine, on fait honneur au plat qu'on a fait. On fait honneur au plat qu'on a fait, mais encore une fois, je pense qu'il faut choisir ce qu'on mange. Il faut pas faire uniquement des choses grasses et sucrées. Il faut essayer de considérer qu'il y a dans la semaine des moments de bonheur et des moments de joie où on partage. Et puis une routine saine qui permet de ne pas tomber malade et de ne pas avoir de problème ni de diabète, ni d'hypercholestérolémie, ni d'hypertension, et j'en passe. Bien. Pour vous, les médecins nutritionnistes, c'est le prime time, puisqu'avec toujours, et c'est la même chose tous les ans, à la même époque, avant les beaux jours, eh bien, les gens viennent vous voir. Quelle est leur demande ? Alors, ça c'est une question piège, parce qu'en fait... Avant l'été leur demande, c'est avant l'été, souvent, mais c'est plutôt
ça concerne plutôt, je dirais, les revues, les sites internet, c'est-à-dire perdre les 3-4 kilos qui vont permettre d'être beau sur la plage. Voilà. Et ça, alors, vous savez, il y a des gens qui se drapent dans la science en disant oui, mais enfin, franchement, mais ça veut dire quoi, perdre 3-4 kilos pour être beau? Je suis désolé, pour être beau dans sa tête, c'est être bien dans sa tête. Et être bien dans sa tête, c'est très très important pour faire une nation heureuse. Et donc, s'il faut perdre 3 kilos pour être heureux sur la plage, ben, perdons-les. C'est pas très compliqué à perdre. Parce qu'on a tous 3 kilos de trop. Tous ceux qui nous entendent le savent. Ils ont tous 3 kilos de trop. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une société très urbanisée, on prend sa voiture, on prend le métro, on prend le bus. Alors même si c'est très fatigant, ben, c'est pas avec ça qu'on va brûler des calories. Et quand on rentre le soir et qu'on est crevé, eh ben, on se prend un petit bout de ceci, un petit bout de cela, un petit bout de pain avant de préparer le... Donc il y a toutes des habitudes qu'on a intégrées qui font qu'on doit se faire plaisir, parce que sinon c'est un peu compliqué. La vie en ville est compliquée. La vie en ville est compliquée et on la compense par des grignotages souvent. Au bureau, à 11h, au moment où à 11h, votre foie, il doit justement déstocker le stock de sucre pour son cerveau, eh bien à 11h, il y a les chouquettes, il y a les trucs, les petits chocolats, et on compense cette faim. Donc, en fait, perdre 3 kilos, ben, c'est très simple. Ça paraît pas beaucoup, 3 kilos, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour finalement pas créer de dégâts? Alors, écoutez, 3 kilos, je vais vous dire, c'est pour quelqu'un de 60 kilos, 3 kilos, c'est 5% de son poids quand même. Ah ouais. 5% de son poids, mais ce qu'il faut, c'est perdre 5% de graisse et de gras, pas 5% de muscles. Et il faut savoir que tous les régimes très restrictifs, où on diminue tout, où on est monodiète, par exemple, on va dire pendant 3 semaines, je mange que du raisin ou de l'ananas, eh ben ça va, vous allez perdre du muscle. Alors que ce qu'il faut, c'est pas perdre du muscle, c'est en faire au contraire et perdre de la graisse. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Si vous voulez être efficace, eh bien, il faut un peu réduire ce que vous mangez et changer un peu le profil de ce que vous mangez. Par exemple, peut-être remplacer les féculents par des légumineuses. Calibrer vos plats. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que quand on mange dans une petite assiette, on mange moins que dans une grande assiette. Parce qu'on a tous été élevés pour finir notre assiette. On a tous entendu. Et puis, je vais pas jeter parce que... Faut pas jeter. Voilà, parce que si on jette... Alors que, moi je suis désolé, je pense que quand on a le signal de satiété, et d'ailleurs c'est un peu un message que je donne aux mamans, quand vous dites à votre enfant, fais plaisir à ta maman, finis ton assiette. Vous lui dites, n'écoute pas tes signaux de rassasiement et tes signaux de satiété pour me faire plaisir. Ça, il faut pas. Parce que un enfant, il sait se réguler. Il a plus faim, il arrête et on jette. Et non, on le transportera pas dans des pays où on a besoin, parce que ça, c'est interdit par la loi, je vous le rappelle, pour des raisons d'hygiène et de bactériologie. Donc, de toute façon, il faut pas les culpabiliser. S'ils ont plus faim, on arrête de manger. Avec une remarque tout de même, c'est qu'aujourd'hui, les enfants ont du pouvoir d'achat. Et que souvent, à la sortie de l'école, ils sont capables de s'acheter des bonbons, des chips, des machins, des trucs, et le soir, ils ne mangent pas parce qu'ils sont déjà remplis. Donc, bon, ça, c'est une petite parenthèse. Mais ce qu'il faut pour perdre ces 3 kilos, c'est donc revenir à des proportions, de bonnes proportions. Par exemple, il y a un petit bol qu'on appelle le bol chinois. Vous savez, un petit bol, c'est pas le gros bol où on prend son café au lait. Et ben, un bol chinois, par exemple, légumineuses. Qu'est-ce qu'il y a dans les légumineuses? Vous avez les lentilles, les pois chiches, les haricots blancs, les haricots rouges. Eh bien, vous remplacez votre portion de féculents. Je rappelle, les féculents, c'est les pommes de terre, le riz et les pâtes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger, mais si on veut perdre 3 kilos, on les remplace par des légumineuses. C'est un avantage aussi, c'est moins cher, parce que les légumineuses, c'est pas cher du tout. Donc, en fait, vous voyez... Les pommes de terre, c'est pas cher non plus. Hein. Les pommes de terre, c'est pas cher non plus. Et les pâtes non plus, quand on y pense. Les pâtes non plus, à ceci près, c'est que, d'abord, les pommes de terre, c'est très difficile d'en manger qu'une. On en mange en général plus qu'une. Et puis, les pâtes, il vaut mieux des pâtes complètes. Donc elles sont un peu plus chères que les pâtes blanches qui sont que juste du sucre, surtout si elles sont trop cuites. Je rappelle que des pâtes, c'est pas des nouilles. Les nouilles, vous savez... C'est quoi la différence? Les nouilles, c'est des pâtes trop cuites. C'est-à-dire qu'en fait, les nouilles, c'est la façon de manger. Par exemple, vous allez dans un restaurant d'entreprise où vous avez des pâtes qui sont là depuis à peu près une demi-heure, 1 heure. Eh ben, elles ont été trop cuites. Et comme elles ont été trop cuites, c'est très simple à comprendre. Quelle est la différence entre du sucre en poudre et des féculents comme les pâtes, le riz ou les pommes de terre? C'est que c'est la même chose, c'est du glucose, mais qui est organisé avec une matrice. Et vous comprenez bien que si donc l'amidon, qui est ce sucre collé dans la pomme de terre, le riz
ou les pâtes, si vous cuisez trop longtemps, à ce moment-là, vous découpez les liaisons entre tous ces sucres et ça revient à manger du sucre en poudre. Donc, vous comprenez, c'est ce qu'on appelle les index glycémiques. Ça, c'est très important à comprendre. Parce que ça vous permet de comprendre qu'il ne faut jamais écouter les gens qui vous disent « mange plus jamais ça, il faut supprimer ça ». Non, ce qu'il faut, c'est technique de manger. Je suis désolé de le dire, aujourd'hui, il faut lire, il faut écouter vos émissions, il faut essayer de comprendre comment ça marche. Parce qu'il y a une telle offre. Mais nos arrière-grand-mères, paix à leur âme, reviendraient sur Terre, mais franchement, elles auraient un vrai problème pour aller faire un choix. Quand vous voyez un linéaire de yaourt dans un hypermarché, aujourd'hui, vous avez à peu près 20 mètres, 2 fois 10 mètres en moyenne. Alors qu'à leur époque, il y avait un yaourt. Les gâteaux, il y avait un gâteau. Il y avait les petits beurlus, je ne sais pas si vous vous souvenez. Aujourd'hui, ils sont en bas, parce qu'on privilégie d'autres gâteaux. Oui. Donc en fait, il faut comprendre ce qu'on mange. Et je reviens aux féculents. Les féculents, il ne faut pas trop les cuire. Les pâtes, c'est toujours al dente. Le riz, c'est le riz long grain, le riz basmati, pas trop cuit non plus, un peu croquant, pour que justement votre tube digestif fasse le boulot. Votre intestin, votre estomac va couper les molécules et votre intestin va avoir du temps pour le digérer. Alors, le bol chinois, c'est vrai que pour certains, c'est pas beaucoup. Non. Pour ceux qui aiment bien manger, est-ce que finalement, on est suffisamment calé ? Alors, c'est une excellente question. Le problème, c'est le remplissage, c'est la charge. C'est-à-dire qu'on a des habitudes alimentaires et un des problèmes, c'est la culture du pain. Vous savez que les Latins, le Maghreb également, est très attaché au pain. Le pain, qu'est-ce que c'est ? C'est la première forme de monnaie. Quand on avait des champs avec des céréales, eh ben, soit on les vendait sur pied ou soit on les vendait en grains, mais après, qu'est-ce qu'on a fait ? On les a broyés, on a cuit du pain, et le pain, à l'époque, on pouvait le garder 1 semaine, 10 jours, et on pouvait en faire une monnaie d'échange. En fait, le pain, c'est une façon de monétiser les céréales. Le problème, c'est que ces céréales, sous forme de pain, c'est des céréales qui ont été fermentées, levées par la levure, et donc quand vous absorbez du pain, il est déjà prédigéré, et donc vous allez le stocker beaucoup plus facilement. En fait, le pain a été pendant des siècles une façon de nourrir les pauvres. Je vous rappelle que beaucoup de plats de pauvres sont basés sur le pain. Que vous alliez en Italie au début du 19e siècle, où le pâton de pizza, c'était ce qu'on achetait dans la rue. On achetait un pâton pour une unité, d'accord, un écu, et on mettait tout ce qu'on avait à la maison, on l'étalait, puis on mettait tous les restes. Et c'était roboratif. L'invention de la pizza, voilà. L'ancêtre. Mais en Tunisie, le bol de pois chiche avec de la harissa. Bah attends, c'est la street food. Exactement, c'était 1 sou. Donc, qu'est-ce que c'est un pois chiche ? C'est un très bon légume, c'est une très bonne légumineuse. Et il y avait quoi dedans ? Il y avait le pois chiche pour une partie de l'amidon, les sucres. Il y avait de l'huile. Il y avait de l'harissa pour le rendre un peu un peu funky. Un peu funky. Ouais. Et c'était le plat du pauvre. Et on a ajouté le pain dessus. Donc, vous voyez, mais aujourd'hui, on n'est plus dans cette économie-là. On est dans une économie où vous rentrez dans un supermarché, vous pouvez acheter des tas de choses qui sont des plats de fête. Et donc, le pain fait le remplissage. Et on a l'habitude d'avoir l'estomac rempli de pain. En plus, ça agit comme une éponge. Parce que quand vous avalez du pain et qu'il y a un peu de sauce, ça gonfle. Et donc, on a vous avez l'impression d'être calé, en fait. Voilà. Ouais. Donc, moi, si j'ai un conseil à vous donner pour reprendre le thème des 3 kilos, si vous le pouvez, réservez le pain le matin. Parce que le matin, le pain, il va être brûlé dans la journée. Parce que vous allez marcher, vous allez travailler, vous allez faire ce que vous devez faire dans la journée. Et donc, le pain n'aura pas d'incidence. Par contre, essayez de le diminuer, voire de l'arrêter. On parle des 3 kilos, je ne parle pas en général. Oui, non. Pour midi et le soir. À ce moment-là, et comment je remplis ? Eh ben, vous remplacez par des légumineuses. Vous mangez des légumes en abondance. Moi, mes conseils... Alors, ça veut dire quoi ? Parce que, est-ce que ça veut dire qu'en abondance, ça veut dire qu'il faut se gaver quand je dis gaver, de salade, que ça n'a aucune importance, qu'on peut manger autant de haricots verts qu'on veut, ou de épinards, que ça n'a aucune importance, ou pas, il faut quand même avoir la notion de quantité. Alors, moi, je n'ai pas, en ce qui concerne les légumes et les légumes cuits, je n'ai pas de notion, je ne donne jamais de notion de quantité. Parce qu'il y a une variable très importante, c'est le fait de mâcher. Quand vous avez devant vous une jarre de légumes cuits, et vous allez les mâcher, il faut bien les mâcher, parce que bien mâcher, c'est aussi une des formes, un des points importants si vous voulez perdre du poids, c'est de bien mâcher. Je vous rappelle,
que le cerveau, il adore le plaisir, il n'est intéressé que par le plaisir. Et donc, quand on mâche, on a nos petits capteurs sur le bout de la langue. Le plaisir de manger des haricots verts, alors ça, c'est un plaisir. Alors, attendez, parce que je vais vous dire une chose. Ouais. Des haricots verts qui ont été, où on a bien enlevé les fils. Des haricots verts où on a mis des aromates, où on a mis du paprika, on a mis des trucs. C'est pas pareil, on a mis des épices. Je vous cherche, oui, mais voyez. Mais je pense que le problème, c'est est-ce que vous avez décidé de prendre soin de vous ? Moi, c'est vraiment ma question, c'est sur les quantités. Oui. Vous donnez pas d'indication de quantité sur les légumes cuits, on est d'accord ? Ni sur les légumes crus. Ni sur les salades, ni sur les... Non, jamais. Jamais, parce que si vous commencez avec les quantités, vous devenez obsessionnel et ça marche pas. Moi, ce que je dis, c'est je veux donner des conseils simples. On est toujours dans les 3 kilos. Ouais. Hein, les 3 kilos avant l'été, voilà. parce que peut-être qu'on partira en vacances. On va partir en vacances. Faut arrêter on va partir en vacances. Mais ce qu'il y a, c'est que il faut surtout perdre du gras. Et pour perdre du gras, il faut faire ça d'un côté et de l'autre côté. Alors reprendre une salle de sport et recommencer à bouger. Parce qu'il n'y a qu'une chose qui fait qu'on ne reprendrait pas ces 3 kilos, c'est de bouger. Quand on se met au régime, il y a cette idée de, finalement, il faut faire attention parce que le régime, ça engendre des phénomènes de yo-yo. Est-ce qu'il vaut mieux finalement rester avec ces 3 kilos et qu'on a pris trop, ou alors essayer de faire un régime qui va nous enfermer dans ce qu'on appelle le yo-yo ? Alors d'abord, je voudrais juste vous reprendre, Philippe. Allez-y. Vous avez dit « il faut ». Quand on veut perdre du poids, c'est « je veux ». C'est-à-dire que je veux perdre ces 3 kilos parce que j'en ai besoin pour mon image propre et j'ai envie de me sentir en meilleure santé. Et là, ça va marcher. Si vous dites « il faut perdre 3 kilos », comme je l'entends, une espèce de sommation, ça ne marchera pas. Vous ne ferez jamais quelque chose contre votre cerveau. Alors maintenant, la question que vous posez sur le yo-yo est très importante. Parce que le yo-yo, au fond, qu'est-ce que c'est ? C'est je diminue ce que je mange, je me mets au régime. Peu importe les régimes, hein, on va pas rentrer dans des... En tout cas, je me prive. Voilà, en tout cas... Je mange moins. Je mange moins. Voilà. Quand l'homme est un athlète de la survivance et de la survie, il a une petite glande au sein de son cerveau archaïque, qui est une petite glande qui n'est pas accessible par la raison ni par la volonté. C'est le noyau qui s'appelle, je suis désolé, mais c'est le noyau arché. Pour ceux qui vont sur Internet, c'est arch nucleus. Et ce noyau, c'est comme ma montre, il compte les calories de façon indifférenciée. Les lipides, les protéines, les glucides, il compte. Et puis vous allez lui diminuer sa ration. Et lui, il va se dire, oh là là, je vais être en danger, je vais mourir. Donc, il va mettre en place des processus de compensation. Donc, vous me suivez ? Processus de compensation. Bon. Parce que lui, c'est lui qui a permis qu'on survive à des dizaines de milliers d'années où il y a eu des famines, des maladies, des machins, des trucs. Donc, vous diminuez vos quantités. Mais ce qu'il faut, ça va réussir. Vous allez perdre 3 kilos. Ça fait en 1 mois et demi, 2 mois normalement, si vous réduisez un peu les féculents, si vous faites un truc, voilà. Mais si vous ne faites pas d'exercice physique, qu'est-ce qui va se passer ? Vous êtes content, c'est l'été, allez, petit coup de machin, de petits barbecues, les jus, les trucs, voilà. Et là, ce qui se passe, c'est que quand vous perdez du poids, vous devez perdre du gras, pas du muscle. Je vous rappelle que les 2 seuls endroits où on perd des calories, où on brûle des calories, c'est dans les muscles. 1 kilo de muscle brûle tous les jours, sans bouger, à l'arrêt, 30 calories par jour, pour rester en vie. Et le cerveau... Ça, c'est ce qu'on appelle le métabolisme. Exactement. Le métabolisme de base, c'est en gros l'activité du cerveau, qui est très importante et qui est très consommatrice d'énergie pour l'homme. C'est pour ça qu'il faut faire exercer son cerveau tout le temps. Et c'est la meilleure façon d'être anti-âge. Et puis, c'est de faire de l'exercice physique en brûlant des calories. Donc, je reprends mon petit scénario. Vous avez diminué votre ration alimentaire, vous avez perdu 3 kilos, mais vous avez perdu pratiquement 80% de muscles. Donc vous avez baissé ce que vous brûlez tous les jours sans bouger la nuit, par exemple. Quand vous dormez, vous brûlez des calories pour rester en vie. Et donc, quand vous allez sortir de ce, entre guillemets, régime, eh bien, vous allez remanger. Et qu'est-ce que va faire l'organisme ? Parce qu'il est un survivant, il va stocker un peu plus. Parce qu'il va sans brûler la différence. Donc, en fait, vous allez, en général, reprendre votre poids et parfois avec un petit plus. Le delta. Le delta qui est là pour faire un peu de stock parce que votre cerveau est
tous les gens qui nous écoutent savent très bien qu'il est de plus en plus difficile de perdre de poids avec l'âge, c'est que votre cerveau, il a la mémoire de ça. Et parce qu'un régime, c'est dur pour un cerveau. C'est pour ça qu'il faut comprendre une chose. Quel que soit le régime que vous faites pour perdre du poids, parce que vous avez un risque de prédiabète ou de diabète, parce que vous avez du cholestérol, peu importe, ou de l'hypertension, faites une chose. Faites bien attention à une chose. Il faut que le poids, le nouveau poids, vous l'ayez au moins pendant 9 mois. Pourquoi ? Parce que la petite glande dont j'ai parlé, elle est temporisée. C'est-à-dire que elle veut être sûre que ce nouveau poids sera un poids qui vous permettra de survivre, ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire que les entrées et les sorties seront équilibrées. Et toutes les erreurs de régime, c'est qu'au bout de 2-3 mois, on est content, on se lâche, on reprend le truc, et on n'a pas maintenu ses muscles, et on n'a pas attendu les 9 mois. Il faut attendre, c'est comme une grossesse, la perte de poids. C'est la première fois que j'entends ça. Donc, homéostasie. Oui. Et maintenir son poids pendant 9 mois. Alors, comment on fait pour ne pas perdre de muscles et taper dans les graisses ? Est-ce qu'il y a une technique ? Ah oui, il y a une technique. C'est celle de diminuer tout ce qui est trop de sucre. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai insisté sur les légumineuses, remplacées par les féculents par les légumineuses. Pourquoi ? Je veux dire, c'est très simple. Parce que, alors, les légumineuses ont une mauvaise image parce que le plat de lentilles, les pois chiches, je suis désolé, ce sont de très très bonnes sources d'amidon, mais parce qu'il y a une différence dans l'amidon. Et ça, c'est une notion que je voudrais m'appesantir là-dessus pour nos auditeurs, nos auditrices. L'amidon, qu'est-ce que c'est ? C'est du sucre, puisque le carburant de l'organisme, c'est le sucre, le glucose. C'est du glucose attaché, d'accord ? Mais comment est-il attaché ? Et donc, il y a l'amylose et l'amylopectine. Je suis désolé, c'est compliqué, mais c'est comme ça. Donc, l'amylose, c'est une structure en hélice. Et donc, quand vous l'avalez, à ce moment-là, il faut découper l'hélice et il faut ça prend du temps. Si ça prend du temps, c'est que le sucre, il va rentrer doucement dans le sang et votre foie et votre pancréas, ils auront le temps de le traiter. Et l'amylopectine, c'est un arbre comme un cerisier, puis ça tombe. Donc, c'est très facile de secouer l'arbre et d'aller prendre le sucre. Et vous comprenez bien que la richesse en amylopectine va conditionner le fait que si c'est trop facile, ça va rentrer dans le sang très vite, une sécrétion de l'hormone de l'insuline, et à ce moment-là, on prend du poids, on ne métabolise pas très bien. Ça, c'est très très important. Et comme par hasard, les légumineuses, c'est 50% d'amylose, 50% d'amylopectine. Les féculents, comme la pomme de terre, c'est 90% d'amylopectine. Donc vous comprenez bien que le simple fait de panacher, plutôt que de manger 4 pommes de terre, d'en manger une et de faire que le reste, on le fait en légumineuse, ça va totalement adoucir la courbe d'augmentation du sucre et donc de stockage. Donc si vous voulez perdre ces 3 kilos, il faut un peu diminuer les féculents riches en amylopectine. C'est très facile sur Internet, il y a toutes les listes. D'ailleurs, même dans le riz, on conseille le riz basmati et le riz long grain parce qu'ils ont une plus grande richesse en amylose. Donc choisir plutôt les amidons avec l'amylose. Vous voyez comme quoi dire mangez plus ci, mangez plus ça n'a aucun intérêt. Je suis désolé, c'est de la science, c'est de la technique. Il faut rentrer dans la science et la technique. Vous comprenez bien aussi que il y a un siècle, quand tout le monde avait besoin de manger, on s'en fichait complètement de l'amylose et de l'amylopectine. On faisait des patates parce que les patates c'est pas cher, on mangeait du pain. Aujourd'hui, les choses ont changé. Les gens sont assiégés par la bouffe, assiégés. Vous sortez dans la rue, les magasins, il y a que des supermarchés, des supérettes et ainsi de suite. On n'en sort plus. Et maintenant, il y a même des magasins qui lancent des odeurs. Donc le matin, on lance des odeurs de café pour vendre des croissants. À midi, on va mettre de l'odeur de poulet. On va vous faire rentrer et manger. Donc là, il faut vraiment, vraiment, vraiment se prendre en main et essayer de comprendre. Écoutez vos émissions, par exemple. Je ne parle pas de moi, mais écoutez des émissions sur la santé. Parce que ça, il faut le transmettre à vos enfants. Il ne faut pas que vos enfants soient victimes de ça. C'est très important. Le diabète, aujourd'hui, est une maladie pandémique. Alors, je veux bien le coronavirus, bien sûr que c'est terrible, mais le diabète, c'est aussi terrible. Le diabète tue plus que le coronavirus. Beaucoup plus, ça n'a rien à voir. On n'est pas du tout dans la même... Exactement, on ne joue pas dans la même cour. Maladie silencieuse. Et insidieuse, parce qu'il n'y a aucun symptôme. Alors là, on a en gros notre bol. Le bol chinois. Oui, le bol chinois, ça me fait rêver déjà. Le bol alimentaire. Sur la fréquence des repas, on garde les 3 repas par jour. Alors moi, je suis un adepte de la collation l'après-midi. La collation l'après-midi. Du goûter, donc, vous voulez dire. Attendez. Ce qu'on appelait le goûter, nous, non ? Voilà. Ouais. C'est une boisson chaude, ce que vous voulez,
et puis une pomme ou une poire. Pourquoi ? Parce que vous allez préparer le repas du soir. Les citadins sont des gens qui mangent tard le soir. Et quand ils rentrent, ils ont vraiment faim, quoi. Ils crèvent de faim. Et quand vous crevez de faim, vous avez beau avoir écouté toutes les meilleures émissions et lu tous les bons bouquins, vous prenez le pain et le fromage et vous y allez. Hein, et on est tous pareils. Hein. Donc, il faut préparer le repas du soir. Il ne faut pas se laisser piéger par notre inconscient. Donc, je recommande une petite collation. Et si en plus, vous pouvez prendre 15 minutes pour vous laisser aller, couper votre téléphone, faire baisser la pression, c'est très bien. Parce que je rappelle que l'anxiété est génératrice d'hyperglycémie. Le cortisol, par exemple. Le cortisol, c'est l'hormone de combat. Donc, quand on est vraiment très stressé, on a du cortisol. Le cortisol, c'est comme la cortisone. Tout le monde sait que la cortisone, ça fait grossir. Et ben, si on a trop de cortisol, on va commencer à faire du sucre. Le foie va libérer son sucre. Et à ce moment-là, vous aurez des problèmes. Vous savez, c'est comme ces patients en diabétologie qui vous disent, mais docteur, j'ai une glycémie le matin à 1,40, 1,50, 1,60. Je vous jure que j'ai rien mangé la veille de ils ont raison. Ce sont des gens honnêtes. La réalité, c'est que pendant la nuit, comme ils n'ont pas assez d'insuline, leur foie, il a généré du glucose. Et en plus, comme le matin, vers 6-7 heures, pour vous réveiller, vous avez ce pic de cortisol qui est l'hormone de guerre pour que vous soyez en forme. Le cortisol est injecté et à ce moment-là, vous avez aussi un pic de glycémie. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des gens qui n'ont pas faim le matin, qui me disent « je ne peux pas manger le matin ». Parce qu'ils ont déjà une glycémie qui a augmenté le matin, parce que le soir, ils ont fait, pendant la nuit, leur foie a fait du sucre. Voilà, donc j'explique tout ça, ça paraît un peu compliqué, je suis désolé, mais c'est ça la réalité. Donc c'est pour ça que lorsqu'on veut des bons conseils, il faut comprendre, il faut lire, il faut essayer et puis de le transmettre à ses enfants pour les libérer de tout ça. Alors, je reviens sur les légumineuses dont vous parlez et dont vous vantez les qualités régulièrement. Vous dites que par exemple sur les pâtes et le riz, la cuisson c'est important. Ah oui. Alors est-ce que pour les on est dans les féculents. Hein. Voilà, mais est-ce que pour les légumineuses donc la cuisson a une importance ? Par exemple les pois chiches, il faudrait eux aussi les manger al dente. Bon, pour les c'est pareil pour les lentilles. Des fois on a tendance à les faire un peu trop cuire les lentilles. Donc ou alors est-ce que pareil, il faut les manger al dente pour réduire l'index glycémique et finalement avoir un meilleur résultat. Oui, tout à fait. Il faut les manger un peu croquants. D'abord, c'est meilleur. En plus, on mâche. On prend l'habitude de mâcher. Donc, il faut de bonnes dents. Donc, il faut aller voir son dentiste tous les ans pour se faire détartrer les dents et voir si on n'a pas des déchaussements de gencives. Donc, on ne les cuit pas trop. Et puis, il y a quand même quelque chose qui est très important dans les légumineuses, c'est les fibres. Parce que les légumineuses sont très riches en fibres. Et donc d'abord les fibres, c'est très bon pour les gens qui ont tendance à la constipation ou parfois un peu la diarrhée, parce que ça donne un bol fécal. Ça marche dans les deux sens. Voilà, ça marche dans les deux sens. Et puis elles ont des vitamines. Elles sont vraiment, c'est vraiment très injuste ce qui se passe avec les légumineuses, parce que elles n'ont pas bonne presse. C'est des plats de pauvres. Plat de lentilles célèbre avec non mais attends, aujourd'hui une salade de lentilles c'est délicieux. Et ben voilà, et donc il faut qu'elles soient un peu al dente, un peu croquants, comme les pois chiches. C'est très bon les pois chiches un peu croquants, c'est plutôt que des trucs tout mous qui font dans la bouche. C'est en houmous, est-ce que les qualités que vous donnez aux pois chiches sont les mêmes dans le houmous par exemple? Alors, très à la mode. Le problème du houmous, c'est que il y a beaucoup d'huile, et donc vous allez avoir le couple extraordinaire de huile plus sucre, plus glucose. Vous voyez ? Donc le houmous, de temps en temps, pour se faire plaisir, 1000 fois d'accord. Tous les soirs ou tous les matins, je ne suis pas d'accord. Parce que... Alors s'il est frais et qu'on le prépare soi-même ? Il est frais, on se prépare soi-même, mais ça dépend si on a un petit ventre ou on n'a pas un petit ventre. Vous comprenez ? On va parler du petit ventre après. Ce que je dis, c'est que si vous avez un adolescent, un ado qui est mince, c'est une chaudière. C'est comme une locomotive au Brésil il y a 50 ans, on mettait du pétrole, on mettait n'importe quoi, ça tournait. Ça brûle. Un ado, ça brûle. Donc, tout ce que je dis, un ado qui fait du sport, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, vous savez très bien, quand vous remplissez un frigo, vous avez des ados à la maison, le frigo, il se vide facilement. Maintenant, si vous avez 50 ans, un petit peu de ventre, vous êtes un peu machin et que vous n'êtes pas un grand adepte des salles de sport, pas de houmous tous les soirs, je suis désolé. C'est pas comme ça que ça marche. Vous pouvez pas manger plus que ce que vous brûlez. Voilà. Si vous mangez plus que ce que vous brûlez naturellement, vous allez grossir.